Alors nous allons aborder la seconde table ronde, sans pause, donc j'espère que vous allez tenir le coup. Oui, ça va. Donc elle est consacrée à l'enfant chez le juge, donc nous allons pouvoir effectivement répondre à la question qui a été posée précédemment, sa place, le statut de sa parole. Et j'ai la joie d'accueillir Madame Marie Derain, Madame, qui est secrétaire générale du Conseil national de la protection de l'enfance, qui a été défenseur des enfants auprès du défenseur des droits de 2011 à 2014. Et c'est vrai que j'ai eu l'occasion de lire le rapport de 2013 du défenseur des droits où est abordée justement la question de l'enfant, de la parole de l'enfant. Et c'est absolument passionnant et ça reprend beaucoup des choses qui ont été dites ce matin, dont entre autres la question de la nécessité de contextualiser la parole de l'enfant et peut-être aussi toute une réflexion de fond qui a été tout à l'heure évoquée dans la question autour de l'uniformisation peut-être des pratiques d'un secteur, d'un département à l'autre. Nous accueillons Madame Caroline Monnier, vice-présidente chargée des fonctions du juge des enfants. Donc voilà, pour répondre à la question précédente, magistrat coordonnateur au tribunal pour enfants d'Évreux. Et je vous remercie d'avoir pu vous déplacer toutes les trois, malgré les quelques difficultés. Et Évreux, c'était par la route, je suppose, donc c'était très compliqué. Et Blandine Mayoé, maître de conférence en droit, titulaire de la chaire droit et intérêt supérieur de l'enfant, Université catholique de Lille, et qui a fait des travaux très très intéressants où justement se sont rapprochés les juristes et d'autres professions, dont les psychologues et les psys de toutes catégories, avec une question qu'on se pose depuis le début de la matinée, c'est cette fichue notion de discernement. Et c'est d'abord peut-être une notion juridique, une notion philosophique, mais c'est pas forcément la même chose au niveau éducatif et psychologique. Et quand j'ai vu que effectivement vous pilotiez des travaux de recherche sur les recherches communes entre ces différentes professions, je trouve ça très très intéressant. Donc voilà, donc j'ai le plaisir de donner la parole. C'est Marie Derain qui veut commencer, comme vous voulez, c'est à vous de décider. Merci. Voilà, donc si vous voulez rester... Non, parce que j'ai très mal au dos. Vous êtes mieux. Vous êtes mieux comme ça. Pour tout vous dire, donc je suis mieux à peu près stabilisée dans un fauteuil. Merci beaucoup de m'accueillir. Je suis très heureuse d'être là. Ça fait plusieurs fois qu'on m'a tenté des choses avec l'ENI et puis je croise surtout votre président régulièrement dans les travaux du Conseil national de la protection de l'enfance. Alors, ce que je vous propose pour aborder le sujet, c'est de partir un peu de loin. Alors, je ne sais pas si c'est prendre de la hauteur ou du large, selon les activités de loisirs qu'on apprécie peut-être. Mais se dire simplement pourquoi tout d'un coup, chez le défenseur des droits, le défenseur des enfants et quelques autres se disent il faut s'intéresser à la question de l'enfant et de sa parole en justice. Eh bien, c'est en général à travers l'activité des réclamations qui nous sont adressées, qui peuvent orienter quelles sont les questions importantes, ou en tout cas qui mobilisent beaucoup les familles autour des enfants. Et quand j'étais défenseur des enfants, vous l'avez dit, madame, adjointe de Dominique Baudis, défenseur des droits de 2011 à 2014, eh bien, une des questions importantes, c'était les conflits familiaux d'une part, et les conséquences pour les enfants, bien évidemment, sinon le défenseur des droits ne s'en préoccuperait pas, et puis aussi les contestations des décisions de protection de l'enfance, en général devant le juge, et dans une proportion très importante. C'était de l'ordre pour chacun, selon les années, de 20 à 25% des réclamations. Donc ça veut dire que vous voyez que dans la globalité, ça fait beaucoup. Et si déjà à ce stade on pouvait tirer deux conclusions, c'est que dans les deux situations, on avait des enfants et leurs paroles qui étaient
peu pris en compte, alors bien évidemment davantage par le juge des enfants que par le juge aux affaires familiales, et puis que très souvent la procédure ou ce qui s'était passé, je ne sais pas si on peut toujours parler de procédure, n'est pas compris, et donc qu'on a besoin de faire un petit effort de pédagogie de ce point de vue-là, de la place du juge, des juges, mais pas seulement à l'égard des enfants, bien sûr, et peut-être d'ailleurs peut-être prioritairement pour ce qui concerne le juge des enfants, à l'égard des familles. Voilà, alors c'est dire combien la question de la parole, des échanges et de la communication est importante. Voilà, alors juste aussi vous dire que ce rapport-là, qui je crois par certains côtés est encore d'actualité, par d'autres a des propositions qui ont été satisfaites, enfin, on les a mises en œuvre, donc d'ailleurs c'était très agréable pour moi, en reprenant ces derniers jours, de le constater et de me dire qu'au fond, 4 ans après, il y a des choses qui avaient un petit peu bougé. Ce rapport-là, il est au fond assez technique, il aborde un sujet relativement précis, mais il y a des sujets du défenseur des droits, de la défenseur des enfants, qui sont beaucoup plus grand public. Pour vous donner un exemple, même celui de cette année qui concerne les tout petits de 0 à 6 ans, va concerner bien davantage de personnes, avec des sujets qui sont très vastes. Et puis un des rapports que moi j'ai porté en 2012, c'était les enfants et les écrans grandir dans un monde numérique. Alors il est complètement has-been dans les constats statistiques, pas du tout dans les propositions, parce qu'évidemment en 6 ans il s'est passé énormément de choses, mais ça c'était un rapport très grand public qui touchait un grand nombre d'enfants, un grand nombre de familles, et qui était moins technique. Alors j'ai pris du large moi aussi par rapport à ces questions-là et autour de la parole de l'enfant et même de la façon d'entrer dans le sujet. Je crois, c'est peut-être grâce aussi à Marie-Pierre Pernet et ce que j'ai fait par la suite, qu'aujourd'hui, que vous entendrez cet après-midi, je fais un peu de teasing, je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui je parlerai de la parole de l'enfant en justice pour engager les travaux. Je parlerai peut-être davantage de la question de l'expression, notamment parce que une des questions clés, c'est la question de la permettre, de l'autoriser, de la permettre, de la recueillir et de l'accompagner, comme ça nous a d'ailleurs été présenté dans la première table ronde. En tout cas, que ces questions-là d'expression, elles sont aussi importantes. Je ne sais pas trop où vous en êtes. Est-ce qu'il faut faire une perspective un peu large des droits de l'enfant, ou bien c'est quelque chose qui est complètement acquis par le public qui est très habitué à ces journées, peut-être, hein? Oui, non, ça va. On peut considérer que ça va, alors on ne repart pas de trop loin. L'article 12 a déjà été dit et redit aussi, donc moi ça va me permettre de passer plus vite sur tout ça. Je voudrais quand même simplement rappeler que la Convention des droits de l'enfant, c'est une obligation qui est faite aux États de la respecter et de la mettre en œuvre, et c'est une obligation qui s'adresse aux adultes, parce qu'on a très souvent ce regard un peu éthéré de dire mais comment veux-tu que les enfants comprennent ce qu'il y a dans cette convention? Il y a 54 articles, c'est très long, c'est compliqué, c'est mal rédigé, etc., etc. Sauf que la convention, elle est signée par les États et elle s'adresse aux responsables qui prennent les décisions bien souvent pour organiser la vie des enfants. Et c'est important de se le rappeler parce que parmi les obligations, il y a justement de développer la connaissance des droits de l'enfant et donc de développer des outils qui la rendent accessible et adaptée aux âges des enfants. Je le dis et je l'illustre immédiatement par rapport au thème qui nous occupe aujourd'hui. Ça a été évoqué dans la première table ronde, où l'enfant doit être informé qu'il peut demander à être entendu par le juge. Et ça, c'était une des propositions du rapport d'ailleurs. C'était d'avoir un outil plus accessible, plus directement accessible aux enfants, puisque pour tous ceux, et vous devez être nombreux qui avez pu le voir, en fait c'est un courrier qui est tout à fait ordinaire, rarement rédigé à destination des enfants, sauf quand il y a eu un travail avec les barreaux spécialisés, ce qui a été aussi évoqué dans la première table ronde, où on a
un petit dépliant qui présente les choses différemment, mais le plus souvent c'est un courrier, et tout à fait ordinaire, je le disais déjà, et qui est adressé en même temps qu'on adresse la convocation aux parents. Ça veut dire que l'accès à cette information dépend complètement des parents. Et il est très rare qu'on trouve dans des lieux publics ou chez les avocats ou même dans les tribunaux des affichages qui puissent dire par exemple que l'enfant peut avoir accès au droit, au juge des enfants s'il le souhaite lui-même et qu'il peut le demander, ou bien au juge aux affaires familiales si jamais ses parents sont amenés à devoir le rencontrer. Et voilà, ça c'est un petit peu regrettable. Donc justement, on encourageait dans le rapport à avoir des éléments, des informations qui s'adressent directement aux enfants et qui soient vraiment adaptés à leur compréhension des choses. Voilà, comment les rendre accessibles. Alors, et la question de l'expression, pour moi, ça c'est un des éléments de faciliter et d'encourager l'expression des enfants. Et ça veut dire qu'il y a quand même cette dynamique d'aller vers les enfants. Et pour la justice, c'est pas forcément un élan qui est spontané. Et j'ai l'impression, alors je suis moins observatrice directe, je suis de métier directrice des services de la protection judiciaire de la jeunesse. Donc j'ai été en service, voilà, j'ai beaucoup travaillé dans ces questions à partir de la fin des années, dans ces univers, pardon, à la fin des années 90. Et je me rappelle qu'à l'époque, d'abord parce qu'on intervenait autant dans le cadre civil que dans le cadre pénal, y compris en Île-de-France où j'ai commencé ma carrière, on avait des tas d'actions, elles aussi partenariales, comme c'était évoqué tout à l'heure, qui nous permettaient d'aller à la rencontre des enfants. Alors au travers de l'Expo Justice, par exemple, mais au travers aussi d'autres outils qui nous permettait de parler de la justice, de son fonctionnement, des opportunités pour les enfants, pour les adolescents, de la rencontrer, cette justice. Aujourd'hui, je ne suis pas très sûre qu'on ait encore beaucoup de contextes positifs. Alors je sais qu'il y a Initia Droit, ici ou là, des avocats qui peuvent aller faire des démarches, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a moins cette opportunité-là. Peut-être que je me méprends, mais en tout cas, quand j'étais défenseur des enfants, j'avais observé qu'il y avait moins cette opportunité-là. Vous avez évoqué dans l'introduction, je fais des petits points d'attention avant d'entrer dans le vif du sujet. Alors cela dit, dites-moi combien de temps j'ai, madame, parce que sinon je peux... À quelle heure je m'arrête? Je vois une magnifique horloge en face de moi. Vous avez 5 minutes. Encore 5 minutes. Voilà, c'est ce monsieur qui dirige. Mais quand vous parlez des petits livrets, je me rappelle que quand la convention a été ratifiée, il y a eu quelques petits documents, y compris pour les enfants. Il n'y a plus rien maintenant. C'est ça ce que vous vouliez dire? Oui, oui. Alors notamment, oui, il y a des affiches, c'est des initiatives qui sont très isolées et on n'a plus du tout effectivement d'action de grande ampleur. C'est pas pris au niveau national. Mais non, mais ça c'est le grand sujet de l'enfance au niveau national. Mais alors là, il ne faut pas 5 minutes, il faut... Beaucoup, non. Je vous laisse la parole. Voilà. Quelques heures, mais... Non, mais c'est une vraie question parce que, voilà, qui est très d'actualité, puisque ceux qui ont lu la presse ce matin ont dû entendre que Mme Buzyn avait annoncé la création d'un haut commissariat à l'enfance. Ailleurs, on entend parler de délégué interministériel, on ne sait pas très bien ce qui sortira, mais en tout cas, le vrai enjeu, c'est qu'effectivement, sur les questions de l'enfance, il y ait un portage assez interdisciplinaire, assez interministériel, qui permette d'avoir des impulsions coordonnées à destination des enfants. Et la Convention des droits de l'enfant, de ce point de vue-là, est un excellent support pour mettre les gens autour de la table. Voilà. Sachant que la Convention, avec tout le travail qui est fait sur les besoins des enfants, en particulier en protection de l'enfance, on a tendance à avoir des lectures qui opposent besoins et droits de l'enfant, ce qui est tout à fait erroné, puisque toute la dynamique de la Convention des droits de l'enfant s'est construite à partir de la réflexion psychopédagogique et médicale sur les besoins de l'enfant. Et que la satisfaction des droits vise à satisfaire les besoins, bien évidemment, et qu'on ne peut pas avoir une lecture strictement juridique
des droits, de la satisfaction des droits, mais non plus une lecture strictement juridique de la satisfaction des besoins. Et c'est dans cet équilibre-là que ça a un intérêt. Ce que rappelle dans son intro, un peu avec assistance, la loi de 2016. Voilà, alors, puisque j'ai 5 minutes, donc je vois qu'il est sur la question de l'expression. Promis, je m'arrête à 28. Je voudrais... je m'arrête à 33, pardon. Je voudrais juste vous parler des propositions, et la première, la plus forte, mais peut-être vous allez en parler aussi, Blandine, c'est la question vraiment autour du discernement, de se dire que on pourrait réfléchir, alors en termes d'organisation de la justice, c'est une catastrophe, hein, cette proposition, parce que ça va encore plus engorger les tribunaux, les audiences des magistrats et les durées des audiences, mais de se dire que pour apprécier vraiment le discernement d'un enfant, il faudrait le rencontrer. Et donc faire en sorte que tous les enfants soient entendus, y compris par le juge aux affaires familiales, qui pourrait apprécier s'il y a discernement ou pas de l'enfant. Alors, quand on a dit ça, moi j'aime bien rappeler aussi qu'on ne demande pas à l'enfant de décider. Ça a été dit, mais j'enfonce le clou très fortement. L'enjeu, c'est d'entendre l'enfant, de recueillir son point de vue, mais pas de lui demander de décider, et puis, avec cet effort pédagogique très important, de lui expliquer ce qui se passe, ce qui va se passer, et de lui expliquer justement ce qui va être fait de sa parole, ce qui n'est pas toujours le cas. Ça peut être ce qui va être fait de ce qu'il dit. C'est pas toujours le cas. Cette question, elle se pose chez le JAF comme chez le juge des enfants aussi. Et alors moi, j'avais retenu, mais là encore une fois, je suis moins à jour des textes, et surtout, ma mémoire fait un peu défaut. J'ai cherché vite sur mon smartphone, mais je n'ai pas réussi à trouver. Il me semble qu'on ne parle pas de PV d'audition, mais de compte-rendu d'audition, ce qui change tout. Parce que dans un compte-rendu d'audition, et c'est la démarche d'ailleurs que j'ai entendue dans l'association qui a délégation du recueil de la parole, c'est qu'on peut décider ce qu'on met dans le compte-rendu. Et plusieurs fois, j'ai entendu des magistrats m'expliquer qu'il y ait délégation ou pas, d'ailleurs, qu'ils se mettaient d'accord, entre guillemets, en tout cas qu'ils disaient à l'enfant ce qu'il mettait dans le compte-rendu, comment il l'indiquait, et parfois il y avait une discussion sur ce qu'il fallait, sur ce qu'on mettait ou pas finalement. Alors le juge pouvait dire, moi je tiens à mettre ça, et puis l'enfant dire, bah oui mais bon non, pas comme ça, et puis voilà, ça se discute, ça s'échange, et ça se construit avec l'enfant, et pas seulement dans le cadre de la délégation de l'audition. Moi je trouve ça très intéressant et très pédagogique, c'est-à-dire que l'enfant est plus qu'associé à ce qui le concerne, il est vraiment très participatif. Dans tous les enjeux autour de la parole de l'enfant, il en sera question plus tard, mais c'est quelque chose qui était important en 2012 et qui l'est encore aujourd'hui. Parmi les propositions, et c'était la deuxième proposition, c'est développer les unités d'assistance à l'audition. Alors cet après-midi, on vous parlera des unités médico-judiciaires pédiatriques. Et là, on avait choisi un terme un peu plus générique, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir des lieux où, pour les enfants victimes, en particulier, on a des conditions de recueil de la parole qui soient extrêmement sécurisées par tous les aspects, c'est-à-dire d'abord psychoéducatifs pour l'enfant, mais aussi pour les aspects de procédure. L'enjeu, c'est vraiment d'avoir des professionnels qui sachent faire ça, qui soient, encore une fois, formés, qui soient dans la concertation pluri- et interdisciplinaire, là je dirais plutôt inter, parce que c'est justement la rencontre des métiers qui fait qu'on s'ajuste. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que si Martine Brousse est là, c'est forcément pour parler de ça, et il y a d'autres choses, mais notamment pour parler de ça, et elle le fera beaucoup mieux que moi. On a vraiment souhaité encourager leur développement et se dire qu'il faudrait au moins que dans chaque département il y ait une unité de cette nature-là, qui a ses indications dans la phase de procédure
notamment d'instruction, mais qui peut en avoir bien d'autres. Mais là aussi, c'est Martine Brousse qui le dira. Mais le fait que les enfants ne soient pas exposés directement en audience, c'est un élément qui est extrêmement important et qui va avoir du poids sur ce que l'enfant pourra dire. Voilà. Alors, dans les choses qui du coup sont très liées à ces unités, il y a la question de l'utilisation, et on avait proposé dans le rapport qui est une évaluation de l'utilisation des enregistrements, parce qu'en fait on s'était aperçu en général un rapport on met un an à le préparer, donc on avait fait énormément d'auditions, et on s'était aperçu que dans la plupart des tribunaux, pour des questions parfois bêtement matérielles, les films n'étaient pas du tout regardés par les magistrats. C'est toujours pareil. Bon, ben voilà, 6 ans après. Alors après, je pense quand même que oui, en termes informatiques et puis en termes de réflexes des magistrats, il y a des choses qui ont pu évoluer. Sur la question du statut, on a évoqué l'enfant à protéger, l'enfant victime, enfin j'ai évoqué un peu rapidement l'enfant à protéger, l'enfant victime. On s'est aperçu dans tout le travail, alors j'aurais plein d'anecdotes ou de situations à vous raconter, mais je ne vais pas le faire parce qu'on n'a pas le temps, mais on s'est aperçu qu'il y avait une catégorie d'enfants dans la justice, les enfants témoins, qui souffraient assez dramatiquement de statut et donc de protection, et que la façon dont on les entendait était assez peu sécurisée et pas toujours tout à fait dans leur intérêt. Alors c'est un sujet qui pourtant a pris de l'importance, notamment avec des enfants témoins de violences sur l'autre parent, le plus souvent sur leur mère, mais qui, je crois là pour le coup, grâce à beaucoup de formations, a vu une évolution importante des pratiques des enquêteurs et aussi des magistrats, qui, notamment parce qu'il est entendu aujourd'hui, Édouard Durand le dit très souvent, et vous l'avez sûrement entendu dire, qu'un enfant qui est témoin de victimes de violences subies par son parent, sa mère le plus souvent, est un enfant lui-même victime. Donc, ce qui a changé aussi fortement la façon d'aborder leur audition. Alors, il y avait 10 propositions, je ne vais pas vous détailler les 10, si je dois en choisir 2 pour terminer. En plus, j'ai déjà évoqué la question d'une justice adaptée aux enfants avec des outils adaptés pour la leur faire connaître et pour qu'elle leur soit davantage accessible. J'ai évoqué aussi le fait qu'il est important d'expliquer à l'enfant ce que devient sa parole. Et puis après, il y avait des choses peut-être... j'ai évoqué aussi la formation interdisciplinaire nécessaire. Alors vraiment 2 choses. Du coup, la question des administrateurs ad hoc et d'un statut un peu clarifié, d'une formation un peu clarifiée. Et puis, j'ai entendu une proposition, je ne sais plus de qui elle émane, mais donc, tous les sujets du 20 novembre, un petit peu foisonnant. J'ai entendu l'idée d'une désignation systématique d'administrateurs ad hoc. Alors, il faut la décortiquer. Moi, a priori, pour des enfants victimes, mais aussi pour des enfants en protection de l'enfance, d'ailleurs. A priori, j'émets une énorme réserve d'emblée, parce que quand les parents sont en situation de pouvoir défendre l'intérêt des enfants, je ne comprends pas trop, c'est contre l'esprit de l'administrateur ad hoc même, enfin contre sa définition et ses missions, mais je crois que c'était pour rejoindre l'idée qu'il puisse y avoir un avocat, y compris en assistance éducative, systématiquement pour les enfants. Ça pourrait être, en tout cas ce qu'il y a de sûr, c'est que la question du statut des administrateurs ad hoc doit être clarifiée. Puis la dernière chose, c'est une chose qui est un peu loin de nos préoccupations du quotidien de la protection de l'enfance, c'est la question du 3e protocole additionnel à la Convention des droits de l'enfant, qui permet aux enfants de saisir directement le comité des droits de l'enfant à certaines conditions. Je vous épargne les détails. Et donc en 2012, il n'était pas du tout question de le signer. Et
il a finalement été signé par la France et ratifié aussi, en tout cas signé, le 20 novembre 2014. Voilà, on fête un anniversaire et j'étais à l'époque au cabinet de Laurence Rossignol. Et dans la continuité de ce que j'avais fait avant, on a pu porter l'idée d'engager la France dans cette dynamique-là. Alors, ça peut sembler anecdotique, mais de faire travailler un gouvernement, d'avoir l'accord du président de la République et le vote d'une assemblée, surtout sur le fait qu'on puisse permettre à des enfants de porter leur parole devant une instance internationale pour contester des choses qui les concernent dans leur pays national, donc risquer de s'exposer à la critique de l'organisation internationale, c'est pas tout à fait anodin et ça dit quelque chose de la mentalité de l'État sur sa capacité à se remettre en cause sur interpellation des enfants. Je trouve que c'est intéressant. Merci. Merci. Donc ça veut dire qu'un enfant peut interpeller le bureau de la Convention internationale des droits de l'enfant. Oui, parce que c'est au Comité des droits de l'enfant, oui, c'est une procédure effectivement qui permet à un des enfants de s'adresser directement. Voilà, c'est très bien. Merci beaucoup. Madame Meunier. Voilà. Bonjour, je suis donc vice-présidente chargée des fonctions de juge des enfants au tribunal d'Évreux. J'y suis depuis janvier 2017. Auparavant, j'ai exercé les fonctions de juge d'instruction dans ce même tribunal pendant à peu près 5 ans. Donc ce que je vous propose, c'est d'une part de vous faire part de mon expérience en tant que juge des enfants, et puis de faire aussi un petit peu le parallèle sur notamment cette place de l'enfant au sein de la procédure d'instruction qui est très différente de ce qui se passe en matière de protection de l'enfance. Alors, je vous propose d'aborder la place de l'enfant, le statut de sa parole à travers un côté pratique, c'est-à-dire dans mon quotidien, dans le quotidien des juges des enfants, on va dire en général en tout cas. Je vais parler pour Évreux parce que vous avez bien compris que chaque magistrat a ses pratiques. Et puis, je vais également vous parler, parce que ça me semble être un sujet aussi intéressant, du traitement de sa parole, à la fois en tant que juge des enfants, parce que c'est souvent très mal compris par nos partenaires, et puis aussi en tant que juge d'instruction, mais vraiment je vous ferai juste quelques mots sur les fonctions de juge d'instruction. Alors je rappelle qu'en tant que juge des enfants, on intervient dans le cadre de l'article 375 du Code civil, c'est-à-dire lorsqu'il existe un danger pour l'enfant au sein de sa famille. Je rappelle également que le juge des enfants a une fonction bien différente de celle du juge aux affaires familiales, puisque d'une part c'est un juge du suivi. Ça veut dire que contrairement au juge aux affaires familiales qui va peut-être être amené à rencontrer, dans la plupart des cas en tout cas, à une seule reprise l'enfant, s'il estime qu'il est capable d'être entendu. Le juge des enfants, lui, il a vocation à intervenir pendant au moins plusieurs mois, bien souvent plusieurs années, quelquefois de très nombreuses années, dans la situation de cet enfant, ce qui rend sa place et sa parole, je pense, elle est appréhendée de façon assez différente par le magistrat. Alors, ce qui est sûr, c'est que, tel que c'est prévu par les textes, l'enfant est au cœur, au centre de la procédure d'assistance éducative. C'est même un acteur dans cette procédure, parce que vous avez entendu devant le juge aux affaires familiales, je vais faire pas mal de parallèles par rapport à ça pour qu'on comprenne bien qu'on n'intervient pas de la même manière. Mais si on n'intervient pas de la même manière, c'est parce qu'on n'a pas le même rôle non plus. L'enfant, lui, dans la procédure d'assistance éducative, il est même acteur. C'est-à-dire que contrairement à l'enfant qui est entendu par le juge aux affaires familiales, qui donc fait la demande, et donc dans une démarche positive de pouvoir être entendu, l'enfant, dans la procédure d'assistance éducative, lui, il a un certain nombre de droits. Il peut lui-même saisir le juge des enfants de sa situation. Alors bien sûr, c'est pas n'importe quel enfant de n'importe quel âge qui peut le faire. Il peut lui-même se voir notifier les décisions du juge des enfants. Je pense notamment aux enfants âgés de plus de 16 ans. Alors, ce n'est pas forcément toute la décision. La loi prévoit qu'on peut notifier le dispositif, c'est-à-dire le cœur de la décision. Il peut lui-même faire appel des décisions qui sont prises le concernant.
Il a également le droit d'être assisté d'un avocat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que contrairement à ce qui est prévu en matière d'affaires familiales, où là, systématiquement, l'enfant va être avec l'avocat, nous, en tant que juge des enfants, c'est des cas résiduels, les cas dans lesquels les enfants sont assistés d'un avocat. La plupart du temps, les enfants se présentent avec leurs parents, avec les services éducatifs, mais la plupart du temps, ils ne sont pas assistés d'avocats. Et d'ailleurs, bien souvent, les situations dans lesquelles ils sont assistés d'avocats, c'est en réalité des situations qui nous viennent du JAF, puisque vous avez bien compris que les enfants qui sont pris au cœur d'un conflit parental massif, en réalité, à un moment donné, on bascule dans la protection de l'enfance, et bien souvent, les juges des enfants sont saisis de ces situations où les enfants n'arrivent plus à être des enfants, ils sont effectivement pris au cœur d'un conflit de loyauté énorme dans lequel ils n'arrivent pas à choisir. Et il arrive donc que des enfants qui n'aient pas été entendus par le JAF, puisque le JAF a estimé qu'ils n'avaient pas l'âge requis pour être entendus, chez nous seront systématiquement entendus. De la même façon, je rappelle qu'on les entend, et je leur rappelle également, on les entend parce qu'on a besoin de leur poser un certain nombre de questions, mais ce n'est pas eux qui prennent les décisions. Et d'ailleurs, en général, ils le savent très bien, puisque quand moi je leur pose systématiquement, je reviendrai après sur la façon dont j'entends les enfants, mais je leur pose systématiquement la question de savoir, bah voilà, te concernant, aujourd'hui, voilà ce qu'on me demande. On me demande de mettre un éducateur à la maison, ou on me demande bah, voilà, que tu partes dans une famille d'accueil, etc. Et leur première réponse, c'est de ne pas me répondre et de me dire, mais de toute façon, moi, c'est pas moi qui vais décider. Un peu comme si, de toute façon, peu importe ce que je vous dirais, bah voilà, vous prendrez votre décision. Donc c'est important, je pense, de pouvoir replacer l'enfant dans ce contexte. Alors, on est régi par le même grand texte, on va dire, que les juges aux affaires familiales, à savoir l'article 388.1 du Code civil qui prévoit donc le droit général de l'enfant à être entendu dans les procédures qui le concernent. Mais en réalité, et c'est toute la différence, comme ça a été demandé tout à l'heure, pourquoi est-ce que les pratiques des JAF ne sont pas les mêmes que celles des pratiques des juges des enfants, c'est que nous, on a un texte particulier qui nous oblige à entendre l'enfant capable de discernement. C'est les articles 1182 et 1189 du Code de procédure civile qui obligent le juge des enfants, c'est-à-dire le juge des enfants doit entendre les mineurs capables de discernement. C'est-à-dire que, c'est toute la question, la notion du discernement, et j'y reviendrai après. Ces articles en question prévoient également que le juge des enfants peut dispenser le mineur de se présenter, ou ordonner qu'il se retire pendant toute ou partie de la suite des débats. D'une part, c'est une décision qui relève de la seule compétence du magistrat, ça n'empêche pas les services de nous faire certaines préconisations et d'y faire droit, et d'autre part, prévoir la possibilité qu'il se retire, c'est vraiment consacrer le fait que l'enfant doit être entendu par le magistrat. En pratique, je l'ai dit, la notion de discernement, c'est une notion floue, c'est une notion qui, dans certains pays, on fixe un âge dans lequel on estime que le mineur est capable de discernement. En France, aucun texte ne prévoit l'âge du discernement. Pour autant, ma pratique et celle de mes collègues, c'est d'entendre tous les mineurs âgés de plus de 6 ans. Alors pourquoi 6 ans? Parce qu'en dessous de 6 ans, c'est quand même difficile de discuter avec un enfant qui puisse s'exprimer. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible. Mais ça veut dire que ça devient plus difficile de pouvoir avoir un échange avec lui. Pour autant, voilà, ça c'est le principe, on va dire, le grand principe dans tous les dossiers, je convoque les mineurs de plus de 6 ans. Dans la réalité, ce que j'essaie de faire, c'est de convoquer tous les mineurs dont je suis saisie pour la première audience. L'idée c'est quoi? C'est pas forcément de les entendre, mais c'est de les voir, parce qu'on est quand même le juge qui va prendre toutes les décisions pour eux, qui peut à un moment donné être amené à les éloigner de leur milieu familial, et sans l'avoir jamais vu, je trouve que c'est un peu compliqué. Donc souvent l'idée c'est d'avoir les enfants à la première audience, voilà, ils assistent à l'audience, parce qu'en plus le problème c'est que quand ils sont petits, on est obligé de les laisser dans la pièce pour qu'ils assistent à l'audience, ce qui pose un problème, puisqu'on ne peut pas les laisser dans le couloir parce qu'il n'y a personne qui peut les surveiller, enfin voilà, ça pose vraiment des questions d'organisation assez complexes, mais je pense que la première audience c'est aussi le moment où voilà, rencontrer cet enfant et voir de qui on est saisi de la situation. Et puis, alors ça c'est la pratique à Évreux, on va dire, voilà, vous avez compris le seuil de 6 ans. Et puis dans d'autres tribunaux, je sais que par exemple, il y a des magistrats qui convoquent systématiquement tous les enfants. C'est-à-dire tout au long de la procédure, l'enfant va être convoqué.
je pense à certains magistrats très impliqués dans la protection de l'enfance et qui expliquent que voilà, même le bébé qui a 2 mois, l'audience va se tenir et on va se pencher sur le... C'est pas ma pratique, hein, on va se pencher sur le landio et puis on va lui expliquer quelle décision on a prise, ce qui va se passer, etc. Voilà, ça c'est prévu par aucun texte, ça existe. Je ne sais pas si c'est une bonne pratique ou pas, c'est pas l'objet de mon intervention, mais en tout cas, voilà, ce que je veux dire, c'est que vraiment, l'enfant et sa rencontre avec le juge des enfants, elle dépend beaucoup du juge des enfants qu'il a en face de lui. Sachant que faut bien se rendre compte que en tant que donc moi j'ai un parcours, vous avez compris, j'ai changé plusieurs fois de fonction. La fonction de juge des enfants, c'est ma 3e fonction. On a la chance maintenant de pouvoir être formé sur les nouvelles fonctions qu'on exerce dans la magistrature, mais dans la formation pour devenir juge des enfants, on nous apprend à aucun moment à entendre un enfant. Voilà. On nous dit, voilà, c'est à quoi il faut faire attention, mais à aucun moment on a reçu une formation. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas, ces formations elles existent dans le cadre de la formation continue. Mais voilà, on peut, enfin, si on n'a pas la pratique de l'audition, on va dire, on peut se retrouver dans son bureau à devoir entendre des enfants qui sont tout petits et c'est pas donné à tout le monde de pouvoir avoir un lien avec un enfant, de lui expliquer qui on est, d'essayer un petit peu de le mettre dans de bonnes conditions alors même qu'il arrive avec ses parents, bien souvent, hein, dans la majeure partie des cas, et qu'il sait très bien quel est l'enjeu de cette audience, et il sait également très bien ce que pensent ses parents du juge des enfants. Donc voilà, le lien avec l'enfant peut être parfois très compliqué. Moi, je pense que cette audition, qui nous est imposée par la loi, elle est primordiale pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que, je pense que vous l'avez compris, c'est lui qui est concerné. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous prenez des décisions pour une personne, ce qui est quand même une fonction bien particulière, je rappelle qu'on s'appelle juge des enfants et qu'à mon sens, cette terminologie a un réel sens et qu'il faut en mesurer la portée. La deuxième, c'est parce que dans le cadre des auditions qu'on peut avoir, on peut avoir des révélations de certaines choses qui n'ont jamais été dites. Alors, c'est pas quand même la majeure partie des cas, mais ça arrive quand même assez souvent qu'on puisse apprendre certaines choses. Et que dans ce cadre-là, on peut se retrouver en grande difficulté en tant que juge des enfants, parce que certains enfants n'hésitent pas à nous dire « Mais si je te dis ça, mes parents ils vont le savoir ou pas ?» Et là, c'est assez difficile parce que déjà, on ne sait pas ce qu'il va nous dire. Et ensuite, on est quand même là pour le protéger. Et il faut savoir lui expliquer qu'on est là pour le protéger, mais qu'en même temps, ce qu'il va nous dire, on aimerait bien que ça reste entre nous deux, mais c'est quand même soumis au principe du contradictoire. Que ce qu'il peut nous dire, ça peut fonder une décision et que malheureusement, de son point de vue à lui, hein, on va être obligé de se servir de ce qu'il nous a dit pour fonder notre décision. Donc ça pose une vraie question de positionnement. Et puis, il y a aussi l'audition qui me paraît importante, où on ne va pas forcément recueillir des choses extraordinaires dans le cadre de cette audition, mais c'est surtout l'attitude des enfants, qui va être parfois beaucoup plus parlante que leurs propres mots, de ce qu'ils ont pu amener à nous expliquer. Alors, il y a toute cette partie quand ils attendent devant notre bureau, où déjà on repère bien déjà le schéma familial. Quand vous êtes dans un conflit familial, vous voyez la fille avec sa mère, ils sont à un bout du couloir, le papa il est à l'autre, s'il n'est pas dans l'autre aile du tribunal, enfin voilà. Donc tout de suite on mesure un petit peu les enjeux. Je pense également aux postures dans le cadre de l'audience, puisque, comme vous l'avez compris, des audiences, on décide après si l'enfant assiste à la totalité de l'audience ou pas. Et récemment, je sais que j'ai une collègue qui m'avait raconté que c'était un enfant qui dénonçait des faits de maltraitance de la part de son père, qui était vraisemblablement assez terrorisé par le père, avec qui il était par ailleurs venu, qui était dans le couloir avec lui. Et qui, cet enfant, donc, a refusé de sortir au moment où les débats se sont tenus avec ma collègue, et qui n'a accepté que de s'asseoir à côté du juge des enfants. C'est-à-dire qu'il s'est positionné, il a pris sa chaise, elle lui a dit tu te mets où tu veux, il a pris sa chaise, il s'est assis à côté de ma collègue qui était donc en train de tenir l'audience, et qui, au fur et à mesure de l'audience où elle évoquait les difficultés, il a commencé à s'agripper à son bras. Donc c'est dire si le comportement d'un enfant peut être pour nous, qui ne sommes vraiment pas beaucoup en contact avec les enfants, parce qu'on les voit 3/4 d'heure par an ou 2 fois dans l'année, donc il ne faut pas non plus dire qu'on a un rapport avec eux qui est très privilégié, mais en quelques minutes, on peut mesurer un petit peu tout l'impact de cette audience. Concrètement,
quand une audience devant le juge des enfants se tient, donc les parents sont convoqués, à moins qu'il y ait une OPP, donc sinon c'est les services directement, mais sont convoqués, et là on leur indique si on veut qu'il y ait la présence ou pas de leur enfant. Donc dans la convocation, il y a marqué en présence du nom de l'enfant. Donc ils arrivent ensuite dans le couloir. Moi je sors dans ce couloir où ils attendent, sachant qu'à Évreau c'est vraiment pas très propice, l'accueil de l'enfant est pas top. Dans le couloir j'arrive et je me présente, je leur explique qui je suis et je leur explique que je vais les entendre les uns après les autres, puisque même quand il y a des fratries, mon choix c'est de pouvoir les entendre les uns après les autres. Bien sûr, ça n'est jamais une obligation. Donc, à partir du moment où je vois que l'enfant est réticent et a peur de moi, concrètement, je lui précise qu'il n'y a pas d'obligation, que s'il ne souhaite pas être entendu, je ne l'entendrai pas, mais qu'il pourra rentrer dans le bureau et que je pourrai à ce moment-là, effectivement, procéder à son audition. Donc, vous avez compris que selon l'interprétation qu'on a du seuil de discernement, si on se dit qu'on entend tous les enfants de plus de 10 ans, on en entend moins, les audiences durent moins longtemps. Quand on a une fratrie où on a des enfants entre 6 et 18 ans et qui sont 5, ça dure un petit peu plus longtemps, effectivement. Mais c'est important, à mon sens, de pouvoir les entendre les uns après les autres. Donc, une fois qu'ils ont été entendus, je leur explique, dans le cadre de leur audition, je leur explique quel est mon rôle, que je suis un juge des enfants. Je leur demande déjà s'ils savent pourquoi ils sont là, parce que bien souvent, ils ne savent pas. Enfin, c'est ce qu'ils disent, parce que je pense qu'ils ont très bien mesuré pourquoi ils étaient là. Ce que leurs parents leur ont dit, de pourquoi ils étaient là, de mon rôle, c'est-à-dire que je suis un juge des enfants, je suis un juge des parents, c'est-à-dire que j'interviens pour eux et pas pour les autres personnes qui sont dans cette pièce, que donc c'est important qu'ils puissent me dire un certain nombre de choses, et donc après il y a un échange qui se fait avec eux. Ensuite, je fais entrer les parents dans le cadre de l'audience avec les services éducatifs si ceux-ci sont déjà saisis de la situation. Et je tiens mon audience et j'apprécie si la présence des enfants est importante ou pas dans le cadre de cette audience. C'est un peu au cas par cas, sachant que les enfants, ils ont quand même beaucoup l'habitude à Évreux d'assister à la totalité de l'audience. Quand on les fait sortir de l'audience, en général, ils me posent la question « mais pourquoi cette année je sors et pour quelle raison je n'assiste pas à tout ça ?» Voilà. Et ensuite, à la fin, lorsque je donne ma décision, soit ils sont sortis parce que j'avais estimé qu'ils n'avaient pas entendu ce que j'avais à dire, soit ils sont restés, mais il y a toujours un moment pendant lequel où j'explique ma décision. C'est-à-dire que j'explique pourquoi, dans sa situation, soit je lui ai ordonné une mesure d'aide éducative à domicile, soit j'ai ordonné leur placement, mais il y a toujours un temps dans lequel j'ai un échange et j'essaye de la voir toute seule avec les enfants. C'est-à-dire que les parents ne sont pas présents et je leur explique voilà, quelle est la décision que j'ai prise parce que j'ai estimé qu'elle était dans leur intérêt. Voilà pour ma pratique. La loi, je rappelle également, ça a été un petit peu évoqué tout à l'heure sur les administrateurs ad hoc, puisque en réalité les textes sont un peu particuliers. Alors, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais pour ce qui s'agit des mineurs, c'est seulement les mineurs capables de discernement qui peuvent dire qu'ils veulent un avocat. Bon, ça paraît logique, hein, parce que qu'est-ce qu'on fait pour les mineurs qui ne sont pas capables de discernement, c'est-à-dire pour les tout petits, où on estime que ce serait peut-être bien qu'ils soient représentés par quelqu'un qui puisse défendre au mieux leurs intérêts. La pratique est très différente parce que je sais qu'il y a des collègues qui considèrent que la procédure d'administrateur ad hoc n'est pas applicable en assistance éducative. Moi, je le fais principalement, enfin je l'ai fait de façon très mesurée, notamment dans les dossiers où clairement les parents sont éloignés du domicile familial parce qu'il y a des actes qui sont commis par les parents. À partir de ce moment-là, on ne peut que considérer que la parole de l'enfant est bien distincte des intérêts de ses parents en tout cas. Donc ça je le fais. Sur le traitement qui est donné à cette parole, c'est un traitement qui est bien difficile et qui est différent selon qu'on se situe en tant que juge des enfants ou dans d'autres fonctions, comme les fonctions d'instruction. C'est-à-dire qu'on reste quand même régi par les mêmes choses, à savoir quand on a un enfant qui nous dénonce des faits de maltraitance, que ce soit physique, sexuelle, je prends les cas les plus graves, et qu'on a des parents qui disent bah non c'est pas vrai, ça s'est pas passé, etc. Nous à notre niveau, ça reste quand même toujours très difficile de pouvoir se positionner dans le cadre d'une audience sur ce que peut dire l'enfant. Mais en même temps, ce que nous demande la loi, c'est pas de savoir si le parent il est coupable ou pas de ces violences qui sont dénoncées. C'est de prendre des décisions qui sont purement dans son intérêt à lui et qui sont là pour le protéger. Ce qui fait que la fonction du juge des enfants, c'est finalement une fonction assez
pratique, on va dire, puisqu'on peut se réfugier derrière le fait, bah oui, mais nous, la loi ne nous demande pas de nous positionner sur ces faits qui sont dénoncés, hein, nous, on entend, et puis voilà, après notre rôle c'est de protéger. À partir du moment où un enfant nous dénonce des faits graves, extrêmement graves commis à son encontre, ça peut totalement fonder la décision de protection de l'enfant, sans même qu'on puisse avoir une décision judiciaire derrière, et après on sait quels sont les délais aussi pour traiter les plaintes. Concernant les faits qui sont dénoncés par l'enfant. Je compléterai sur les décisions, hein, c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire que ici, ce que je vous expliquais, c'est l'intérêt de l'enfant qui prime, principalement cette notion, elle est de plus en plus consacrée et rappelée hein, par les textes, mais elle n'est peut-être pas si évidente que ça. Pour chacun d'entre nous, la loi 2016 qui principe hein, les besoins fondamentaux de l'enfant essaye de nous dire que finalement on intervient dans l'intérêt des enfants. Certes, mais ces enfants ont des parents. Et effectivement, tout l'art du juge des enfants, c'est de pouvoir prendre des décisions qui respectent l'autorité parentale des parents et puis qui respectent les intérêts des enfants. Et quelquefois, c'est effectivement en totale contradiction. Je m'explique. On a beaucoup de difficultés, et c'est pas, enfin, oui, on a quand même pas mal de difficultés à rompre tout lien d'un enfant avec ses parents. Et pourtant, l'intérêt d'un enfant, quelquefois, peut nécessiter qu'une telle décision soit prise, mais je crois que c'est pas beaucoup ancré dans notre mode de fonctionnement, dans notre système, et que bien souvent, parce qu'il y a l'autorité parentale hein, qui met à la charge des parents un certain nombre d'obligations, mais également un certain nombre de droits, eh bien, il y a des situations dans lesquelles on a l'impression que la justice s'acharne à tout prix à maintenir le lien d'un enfant avec ses parents, en dépit de tout ce qui a pu se passer. Et c'est vrai qu'on l'entend souvent. Et c'est vrai qu'il y a un effort particulier qu'il y a à faire par rapport à ça, dans notre culture. Moi, j'essaye de prendre des décisions qui sont les plus adaptées, mais voilà, il faut savoir qu'en tant que magistrat, c'est extrêmement compliqué d'être dans ce positionnement, quand bien même on est juge des enfants, et que quand quelquefois on prend soi-même la décision, la cour ne nous suit pas forcément. Donc, ce qui complexifie un petit peu la tâche. Et pourtant, je ne suis pas du tout effectivement hostile à cette rupture. Et qu'est-ce qu'on fait de la parole d'un enfant quand celui-ci vient dans notre bureau et nous dit « mais moi je ne veux plus les voir ». Mais moi je ne veux plus les voir. Pourquoi vous me forcez à aller les voir? Et qui pleure, hein. Pourquoi est-ce que vous me faites ça? Et d'ailleurs, là-dessus, on a pu attirer de notre côté l'attention de la Cour d'appel sur la nécessité d'entendre les enfants. Parce que si le juge des enfants entend systématiquement les enfants, la Cour ne le fait pas du tout. Hein. Donc voilà, on essaye de sensibiliser la Cour au fait que quelquefois, plutôt que de finalement ne lire que ce qu'on nous dit sur cet enfant, l'avoir en face de soi et qu'il exprime lui-même ce qu'il ressent, sa peine, comment est-ce qu'il vit cette procédure qui le concerne directement, ça peut peut-être aussi faire quelquefois évoluer des positionnements. Je vais finir avec les fonctions du juge d'instruction, où là, pour le coup, l'enfant n'est pas du tout au centre hein, de la procédure, et pourtant, c'est en général, dans les procédures dans lesquelles l'enfant est victime, c'est lui qui est principalement impliqué, où le centre, c'est la recherche de la vérité, et que malheureusement, quelquefois, bien souvent, la parole de l'enfant, elle est mise à mal dans le cadre des procédures, d'où la nécessité, je ferai le lien avec ce qui sera dit effectivement cet après-midi, de la recueillir le mieux possible au premier stade, parce que les juges d'instruction, pour le coup, n'ont pas la pratique d'entendre les mineurs, et pour cause, la place de l'enfant victime, elle n'est pas dans le cabinet d'un juge, ça j'en reste persuadée. Dans certaines situations, moi j'ai entendu des mineurs, mais qui avaient 16 ans, parce que j'ai estimé, et encore 16 ans c'est vraiment pas terrible, mais parce que j'ai estimé qu'il fallait que je pose certaines questions bien particulières, que cette demande, elle peut être formulée également souvent par l'avocat de la défense en disant mais réentendre, parce que vous voyez, hein, et pourquoi elle n'a pas crié? Elle avait 10 ans. Mais pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas mis à crier? Enfin, tout ce que vous pouvez entendre sur comment est mise à mal la parole de l'enfant dans le cadre des procédures, c'est assez terrible. Et en même temps, c'est aussi leur rôle de pouvoir remettre en cause cette parole de l'enfant, parce que
voilà, l'enfant a sa parole, et puis c'est pas systématiquement le reflet de la vérité. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la pratique judiciaire, en tout cas à l'instruction, l'enfant n'a pas du tout sa place, parce que c'est aussi pas sa place de se retrouver dans cette procédure d'instruction qui le concerne directement, mais qui peut-être aggraverait sa situation plutôt que de l'améliorer, d'où la nécessité effectivement de pouvoir avoir sa parole, recueillir sa parole le mieux possible. Voilà, sur les échanges que je pouvais, enfin les réflexions que je pouvais avoir. Merci. Et merci beaucoup pour tous les participants à cette journée, sur toutes vos interrogations sur le rôle du juge des enfants et sur vos interrogations par rapport au lien parental quand il est tout à fait nocif. Enfin, merci beaucoup. À vous, madame. Bonjour. Alors tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs de cette journée d'études de m'avoir conviée à intervenir. Donc, comme ça a été dit, je suis maître de conférence en droit et à ce titre, j'ai dirigé durant 2 ans, donc jusqu'au mois d'octobre dernier, un projet de recherche sur l'audition et le discernement de l'enfant devant le juge aux affaires familiales. Alors, tout à l'heure, j'ai entendu que le discernement était une notion juridique. Et justement, pourquoi ce projet de recherche sur l'audition de l'enfant devant le JAF? Eh bien parce que j'avais passé 5 ans de thèse sur l'audition de l'enfant en justice à dire que ça n'était pas une notion juridique et à me dire que ce serait bien d'aller voir ce que les psys pensaient de cette notion de discernement. Et donc je suis allée voir les psychologues qui m'ont dit mais c'est pas non plus une notion de psychologie. Donc j'ai été bien embêtée. Puisqu'en fait les psychologues viennent dire que, quand on regarde un petit peu la littérature en psychologie, eh bien on se rend compte que le discernement, c'est une notion qui n'est utilisée que dans le cadre de l'expression du consentement du patient à l'acte médical et qu'il n'y a pas du tout de travaux sur le discernement de l'enfant dans les procédures judiciaires. Donc il y avait vraiment une pertinence de ce projet qui a été financé d'ailleurs en grande partie par le ministère de la Justice et donc on a rendu notre rapport le 1er octobre. Donc dans le cadre de ce projet de recherche, on a étudié tout d'abord toutes les conventions locales qui ont été faites sur l'audition de l'enfant. Parce que tout à l'heure, je pense que la question avait été posée de l'harmonisation, un petit peu de comment ça se passe. Est-ce qu'il y a des pratiques locales qui sont réglementées? Eh bien oui, dans certains tribunaux, il y a des conventions sur l'audition de l'enfant qui ont été co-élaborées et co-signées par les juges aux affaires familiales et par les avocats. Et notamment, il y en a une à Rouen. À Rouen, il y a une convention qui a été signée le 21 décembre 2010 par le président du tribunal de grande instance de Rouen et par le bâtonnier de l'ordre des avocats. Donc tout d'abord, on a recueilli ces conventions, on les a étudiées pour mettre en lumière les points de concordance et ce qui les distinguait, puisque c'est vrai qu'on se rend compte que ces conventions, elles visent à mettre en place un cadre unique défini par le législateur, et pourtant elles prévoient des dispositifs très différents d'un tribunal à l'autre. Et puis une fois qu'on avait étudié ces conventions, il n'y en a pas partout, il n'y en a pas sur tout le territoire, et parfois il est difficile de se les procurer, d'autant même, par exemple, que certains magistrats ignoraient que dans leur tribunal avait été signée une convention sur l'audition de l'enfant. Il y a un tel turnover dans certaines juridictions, notamment chez les juges aux affaires familiales, que j'ai demandé à des magistrats de me faire parvenir la convention. Ils m'ont dit « Désolé, on n'a pas de convention », alors qu'en fait je l'avais déjà puisque je l'avais récoltée dans le cadre de ma thèse. Mais que le protocole faisait que je devais à nouveau la récolter dans le cadre de ce projet. Donc ça a permis, ça dit un certain nombre de choses, je pense. Et ensuite, on est allé rencontrer une trentaine de juges aux affaires familiales, 33 exactement, répartis sur l'ensemble du territoire français, donc pour réaliser des entretiens sur leurs pratiques en matière d'audition d'enfants, selon un questionnaire qui avait été établi par une équipe de juristes, de psychologues, d'éthiciens et même d'économistes spécialisés en économie de la famille. Et donc on les a interrogés sur leurs pratiques. Et évidemment, comme vous l'imaginez, puisque ça a été mis en évidence à plusieurs reprises depuis ce matin, on a mis en évidence des différences de pratiques énormes d'un tribunal à l'autre, bien sûr,
mais aussi d'un cabinet de juge aux affaires familiales à l'autre. Et je pense que la notion, enfin l'exigence de discernement est un petit peu le révélateur de ces disparités de pratique. Alors je vais revenir un petit peu sur les grands points de ce rapport de recherche qu'on a remis au mois d'octobre et sur les recommandations qui ont été formulées, puisqu'on a formulé 55 recommandations à l'issue de ce rapport qui s'adressent soit aux législateurs, puisque bien sûr il faut modifier, je pense maintenant, 11 ans après la loi du 5 mars 2007, il est temps de modifier les textes législatifs et réglementaires sur l'audition de l'enfant. Mais ces recommandations, elles s'adressent aussi bien sûr à la pratique, puisque les magistrats et les avocats peuvent sans doute peut-être faire certains efforts pour faire converger en tout cas les pratiques, et toujours avec la prise en compte de cette exigence qu'est l'intérêt de l'enfant et le respect de sa parole. Alors tout d'abord sur l'accès de l'enfant à son audition, il résulte à la fois de la Convention internationale des droits de l'enfant et des dispositions de droit interne, donc l'article 388-1 du Code civil, que l'enfant peut être entendu par le juge si deux conditions sont réunies. Tout d'abord, il doit, et c'est assez logique, être concerné par la procédure, et ensuite il doit être capable de discernement. Alors sur le fait que l'enfant doit être concerné par la procédure, ça pose assez peu de problèmes en pratique, puisque même si l'enfant est susceptible d'être concerné par de très nombreuses procédures, eh bien on se rend compte qu'en pratique, l'audition n'est demandée et n'est envisagée que dans les procédures, je parle en tout cas du JAF, que dans les procédures qui portent sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, alors plus particulièrement sur les procédures qui visent à fixer la résidence de l'enfant à l'occasion des séparations parentales, mais on peut avoir aussi, c'est à la marge, mais ça existe, des procédures où il y a un désaccord des parents, notamment sur la religion de l'enfant et sur la pratique religieuse de l'enfant. Évidemment avec des difficultés qui sont exacerbées lorsque les parents n'ont pas la même religion et donc après la séparation parentale. Le seul point finalement qui a posé une difficulté en jurisprudence, c'est la question de l'audition de l'enfant dans les procédures relatives à la pension alimentaire. Est-ce que lorsque les parents sont d'accord sur la résidence de l'enfant, sur toutes les choses relatives à la personne de l'enfant, mais qu'il y a un point de désaccord qui est le montant de la pension alimentaire, est-ce que l'enfant peut être entendu par le juge? Alors à ce jour, la question n'est pas pleinement tranchée en jurisprudence, puisqu'il y a des juridictions qui acceptent l'audition de l'enfant dans ces cas-là, mais il y a quand même une tendance majoritaire de la jurisprudence à dire que l'enfant n'est pas concerné par la procédure, même si la pension alimentaire vise son entretien et son éducation, et donc il y a un refus de l'entendre. Deuxième condition qui, elle, pose beaucoup plus de difficultés, c'est cette fameuse capacité de discernement. Alors je me permets une petite parenthèse quand même pour vous signaler que cette notion de discernement, c'est un terme bien français qui pose beaucoup de problèmes, en tout cas dans sa version francophone. Parce que dans les autres traductions de la Convention internationale, il n'y a pas de notion de discernement. Le discernement n'est pas traduit tel quel. Alors je vais essayer de vous dire les termes de la version anglophone. Je vous prie par avance de m'excuser pour mon accent. La version anglophone de la Convention nous dit que l'enfant a le droit d'être entendu et vise l'enfant, the child, who is capable of forming his own views. C'est-à-dire littéralement l'enfant qui est capable de former ses propres vues, c'est-à-dire d'exprimer ses propres opinions. C'est-à-dire que quand on lit la version anglophone de la Convention, on comprend qu'il y a une idée d'émancipation par rapport aux influences extérieures et notamment aux influences parentales. Ce qui ne résout pas bien sûr toutes les difficultés, loin de là, mais en tout cas ça nous parle plus à nous juristes, à nous psychologues, que la notion de discernement qui finalement ne parle pas à grand monde. Donc cette notion de discernement qui pose des difficultés, alors ce matin il a été dit à très juste titre qu'il n'y avait pas d'âge qui était fixé pour l'audition de l'enfant. Et c'est vrai que depuis 1993, depuis 25 ans, le législateur ne fixe plus de seuil d'âge pour entendre les enfants. Et donc seul compte la capacité de discernement de l'enfant. Il faut quand même préciser que la Cour de cassation est venue dire dans un arrêt de 2015 que les juges, et ça s'adresse aussi bien aux juges aux affaires familiales qu'aux juges des enfants, que les juges ne pouvaient pas déduire l'absence de discernement de l'enfant uniquement de son âge. Donc l'arrêt concerné
en l'espèce un enfant de 9 ans, et la cour d'appel avait refusé de l'entendre dans la procédure relative à la fixation de sa résidence, en disant qu'il n'était pas capable de discernement puisqu'il était âgé de 9 ans. Eh bien, la Cour de cassation a cassé cette décision de la Cour d'appel en disant que les juges du fond ne peuvent pas déduire l'absence de discernement que de l'âge de l'enfant, qu'en se référant à l'âge de l'enfant. Alors, c'est vrai que 3 ans après, on observe qu'il y a une vraie résistance des juges du fond par rapport à cette jurisprudence de la Cour de cassation. Dans les entretiens que j'ai réalisés, j'ai bien vu qu'elle était connue, cette jurisprudence, mais elle est totalement négligée, méprisée, puisque c'est vrai, et d'ailleurs ça ressort aussi des échanges depuis ce matin, que c'est l'exigence de discernement, elle se déduit surtout par rapport à l'âge de l'enfant. Alors ce qu'on constate, c'est qu'il y a certaines conventions relatives à l'audition de l'enfant qui ont fixé l'âge du discernement. À Nice, par exemple, c'est 7 à 8 ans, à Montpellier, c'est 8 ans. Mais pour le reste, on laisse au juge le soin de déterminer au cas par cas si l'enfant est capable de discernement. Ce qu'il ressort des entretiens qu'on a réalisés au sein de l'équipe avec les juges aux affaires familiales, c'est que l'âge le plus jeune à partir duquel on nous a dit entendre les enfants, c'est 6 ans, donc ce qui correspond à votre pratique. L'âge le plus élevé, c'est 13 ans. Donc on passe du simple à plus du double. Et donc ça, c'était entre 2 juridictions. Et au sein d'une même juridiction, le plus gros écart d'âge qu'on a constaté, c'est 5 ans. Donc un juge qui nous dit 7 ans et le cabinet juste à côté qui nous dit 12 ans. Donc ce qui est vraiment énorme à cet âge-là, entre l'âge de l'entrée au primaire et l'âge de l'entrée au collège, évidemment, il y a d'énormes différences. Et en fait, évidemment, c'est source d'incompréhension de la part des justiciables, parce que, évidemment, on est sur des procédures qui sont susceptibles de concerner un très grand nombre de personnes, et puis on va avoir des parents qui nous disent « moi, mon fils, il a 10 ans, le juge n'a pas voulu l'entendre, alors que mon collègue, son fils a 8 ans, et il a été entendu dans la procédure de divorce. » Donc c'est vraiment source d'incompréhension. Toujours sur l'accès de l'enfant à son audition par le juge, se pose aussi la question de l'information de l'enfant. Vous en avez parlé tout à l'heure, Madame de Rhin, et c'est vrai que l'information de l'enfant, ça pose beaucoup de difficultés devant le juge aux affaires familiales, puisqu'effectivement, l'enfant est informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge. C'est-à-dire que ce sont les parents qui ont un parti pris nécessairement, puisque dans la procédure devant le JAF, ils sont eux-mêmes partis à la procédure et en conflit, et ce sont les parents qui vont informer leur enfant. Ce qui, là encore, paraît critiquable, et on a par exemple des magistrats qui nous ont dit qu'il n'était pas rare qu'un parent vienne dire à l'enfant tu dois demander à être entendu par le juge, alors que c'est évidemment un droit et en aucun cas une obligation. A l'inverse, il n'est pas rare non plus qu'un parent dise à l'enfant tu sais, si tu demandes à être entendu par le juge, il va te demander de choisir entre papa et maman, ce que ne ferait jamais un juge aux affaires familiales, bien évidemment. Donc on peut avoir une information qui est totalement orientée et qui va déterminer l'enfant à demander son audition ou au contraire à ne surtout pas la demander. Ce qui m'amène à la question de la demande d'audition. Il faut savoir que le Comité des droits de l'enfant, dans ses 2 derniers rapports sur l'application en France de la Convention internationale des droits de l'enfant, s'est dit très préoccupé par le fait que pour être entendu en France, l'enfant doit demander au juge aux affaires familiales à l'entendre. Puisque, effectivement, comme vous l'avez souligné, le juge des enfants, il est dans l'obligation, c'est le texte, c'est le code de procédure civile qui lui impose, il est dans l'obligation de convoquer le mineur en vue de son audition s'il est capable de discernement, alors que le juge aux affaires familiales, il n'a absolument pas cette obligation. Et sur la différence de pratique entre le JAF et le juge des enfants, il faut quand même signaler quelque chose d'important, et je m'étonne que ça n'ait pas encore été dit ce matin, c'est que le juge des enfants, c'est un magistrat spécialisé. C'est une fonction spécialisée de la magistrature, alors que le JAF, ce n'est pas une fonction spécialisée. Le juge aux affaires familiales, c'est un magistrat généraliste du tribunal de grande instance, et qui va être délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales. Alors certes, vous disiez que la formation des juges des enfants est insuffisante sur l'audition de l'enfant, mais en tout cas pour les JAF, elle est complètement inexistante, à part en formation continue bien sûr, mais les JAF ne sont pas du tout formés, ni même à la psychologie infantile, à la psychologie de l'adolescent, alors qu'il y a quand même une formation sur ces questions dans la formation des futurs juges des enfants.
Donc ça en dit long quand même que le juge aux affaires familiales, qui est le juge qui a le plus vocation à entendre les enfants, parce qu'il y a bien plus de séparation parentale que de procédures d'assistance éducative, le juge qui a le plus vocation à entendre les enfants, c'est paradoxalement celui qui est le moins formé à recueillir leurs paroles. Donc évidemment, les JAF ne se précipitent pas pour ordonner l'audition des enfants, ils ne sont pas formés, ils n'ont pas le temps, et la loi ne les y incite pas. Donc évidemment, il n'y a rien qui est incitatif pour eux. Ce qui veut dire que l'enfant doit en faire la demande, donc l'enfant ou ses parents. Et donc nous, ce que nous avons proposé dans le rapport qui a été remis au ministère de la Justice au mois d'octobre, pour remédier à la fois au problème sur l'information de l'enfant et au problème sur la demande d'audition, c'est que la juridiction adresse directement un formulaire d'information à l'enfant sur les droits qui lui sont reconnus et que par retour de ce formulaire à la juridiction, l'enfant puisse manifester son souhait d'être ou non auditionné. Alors, on n'a rien inventé, c'est ce qui se passe chez nos voisins belges depuis de nombreuses années maintenant, où l'enfant est directement sollicité par la juridiction pour être entendu. Il n'a pas à faire de démarche active, si ce n'est celle de renvoyer un courrier. Alors certes, ce n'est pas une solution parfaite, il y a toujours un risque que les enfants détournent le courrier, bien sûr, mais c'est une solution qui en tout cas paraît meilleure que celles qui sont à l'œuvre actuellement et qui sont quand même très discutables. Ensuite, sur la réalisation de l'audition, autre disparité de pratique que l'on a constatée, c'est sur l'accompagnement de l'enfant par un avocat, puisqu'il y a certaines juridictions dans lesquelles la désignation d'un avocat pour accompagner l'enfant en vue de son audition est systématique. Donc ce sont notamment les conventions relatives à l'audition de l'enfant qui le prévoient, étant précisé bien sûr que l'avocat est rémunéré au titre de l'aide juridictionnelle qui est automatique dans ce cas-là. Et puis dans d'autres juridictions, l'enfant n'est accompagné par un avocat que s'il en exprime la demande. Donc encore une fois une disparité de pratique, et là on a rejoint la proposition qui avait été faite par le défenseur des droits et la défenseur des enfants dans leur rapport 2013 sur l'enfant et sa parole en justice, qui est de proposer un accompagnement systématique de l'enfant par son avocat. Alors je vois que le temps passe, donc je vais aller directement vous parler du compte-rendu d'audition. Effectivement, non du procès-verbal d'audition, comme vous l'avez souligné, mais on observe qu'il y a encore une majorité de magistrats qui parlent du procès-verbal d'audition. Alors ce matin, il a été dit que les juges aux affaires familiales édulcoraient assez peu les propos de l'enfant. C'est pas du tout ce qui ressort sincèrement de la pratique, où une extrême majorité des juges nous ont dit qu'ils relisaient le compte-rendu d'audition avec l'enfant pour le rassurer, et qu'il n'hésitait pas à édulcorer, à atténuer ses propos. Alors je prends un exemple qui nous a été donné à Lille, où j'avais assisté à l'audition de l'enfant. Donc c'était un adolescent qui avait dit que sa mère, elle était complètement bourrée tous les soirs et qu'elle ramenait, je le cite, qu'elle ramenait un mec différent tous les soirs. Et le juge a écrit « L'enfant s'inquiète de la consommation d'alcool de sa mère et de ses fréquentations parfois peu opportunes. » Donc on voit bien qu'on est sur un propos qui est fort atténué par rapport au propos de départ. Finalement, le message est passé, l'enfant est protégé, donc finalement ça paraît... On respecte à la fois le principe du contradictoire et l'intérêt de l'enfant. Pour terminer, quelques mots sur l'influence de l'audition de l'enfant. Est-ce que le juge est tenu de se conformer au souhait de l'enfant? Eh bien, la réponse qui est apportée par la Cour de cassation est la même pour les auditions devant le juge des enfants et pour les auditions devant le juge aux affaires familiales, qui est de dire qu'en aucun cas le juge n'est tenu de se conformer au souhait de l'enfant, puisque bien évidemment, la préoccupation primordiale, ça doit être l'intérêt de l'enfant. Et cette prise en compte de l'intérêt de l'enfant a néanmoins une limite que l'on observe là aussi bien en assistance éducative qu'aux affaires familiales, c'est que la Cour de cassation défend aux juges de déléguer à l'enfant leur pouvoir de décision. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça fait 30 ans que la Cour de cassation vient dire que les juges ne peuvent pas, dans leurs décisions,
dire que le droit de visite et d'hébergement s'exercera avec l'assentiment de l'enfant ou à l'amiable entre les parents avec l'accord du mineur ou selon ce que l'enfant, selon les souhaits de l'enfant. Et ça fait 30 ans maintenant enfin un peu plus d'ailleurs maintenant, que la Cour de cassation vient régulièrement censurer les décisions des juges du fond. Et encore très récemment, on a eu des arrêts en ce sens, puisqu'il y a une certaine forme de résistance des juges du fond, notamment aux affaires familiales, qui se disent un enfant de 16 ans, on ne peut pas le contraindre réellement à aller rendre visite à son père s'il n'a pas envie d'aller le voir, mais normalement il faut quand même avoir un cadre dans la décision judiciaire et on ne peut pas dire que ça s'exercera selon l'intérêt de l'enfant. Il y a une dernière incertitude qui subsiste, c'est sur le droit au renouvellement de l'audition devant la cour d'appel. Aux affaires familiales, ça a été réglé. Depuis 2012, la Cour de cassation vient dire que l'enfant a le droit d'être entendu à tout stade de la procédure et donc il peut demander à être réentendu par la Cour d'appel, même lorsqu'il a été auditionné en première instance par le juge aux affaires familiales. Donc ça, c'est très clair. Par contre, pour ce qui est de l'assistance éducative, il y a une incertitude. Le dernier arrêt qui a été rendu en la matière, c'est un arrêt du 10 juin 2015, qui a été très commenté, mais personne n'a vraiment compris ce qu'avait voulu dire la Cour de cassation. Moi, la première, mais je n'étais pas la seule, c'était plutôt rassurant. Est-ce que l'enfant a le droit d'être à nouveau auditionné par la Cour d'appel? Ça devrait être possible, puisqu'il y a l'effet dévolutif de l'appel. Mais finalement, la Cour de cassation est restée très floue sur cette question, qui n'apparaît pas tranchée au meilleur de ma connaissance. Je vous remercie. Très précis et je pense qu'on a déjà trouvé plein de réponses, même s'il en reste encore plein de questions. Est-ce qu'il y a une ou deux questions dans la salle, en sachant que on va reprendre cet après-midi à 13h45. Vous pouvez déjeuner sur place au restaurant Néoma ou au restaurant du Bois, juste après le siège social ou place Colbert. Donc une ou deux questions avant de s'interrompre pour le déjeuner et reprise à 13h45. Alors je pense que la question de ce matin a trouvé réponse par rapport au juge des enfants, mais il y a peut-être encore une question. Merci pour vos propos qui étaient vraiment très complémentaires et très très précis. Non? Oui. Oui, ça marche. Ouais. Bonjour, Sylvie Duhamel, psychologue de l'association Béni et antérieurement à la PJJ. Je vous remercie beaucoup pour ces clarifications et ces propos. Ma question, ça recouvre un peu sur les deux tables rondes. Ce matin, il me semble que c'était Mme Rousseau qui opposait un peu la question de l'audition devant le JAF à la question de la manipulation de l'enfant par les parents. Comme si justement, dès lors qu'il apparaît éventuellement manipulé, ça a peu d'intérêt de le recevoir. Et moi, je me disais que justement, c'est ces situations-là qui vont nous amener derrière à des mesures judiciaires d'investigation éducative, dans le fait, justement, peut-être qu'il n'a pas été entendu parce qu'il apparaissait manipulé. Alors que, a priori, selon moi, il me semble que c'est peut-être eux qui sont le plus en danger, et que tout l'intérêt de la rencontre avec le juge, c'est peut-être justement aussi symboliquement de dégager l'enfant de cette manipulation, c'est-à-dire qu'on y voit clair sur le fait que effectivement il a une parole à dire, mais que c'est peut-être pas, on va pas lui faire porter la responsabilité de ça, et qu'on peut peut-être profiter de ces audiences aussi pour le soulager de sortir de ce rôle de manipulation. Donc voilà, ça m'intéresse d'avoir votre avis, peut-être aussi l'avis de Madame la juge. Oui, moi je trouve que c'est ces audiences qui sont les plus parlantes en réalité, parce que quand vous avez un enfant qui arrive devant vous en disant « Alors ça va hyper bien à la maison », déjà vous avez tout compris, alors que dans le rapport, c'est la première fois que vous le rencontrez, dans le rapport on dit que c'est la cata, qu'il y a beaucoup de choses à travailler, et quand vous avez ce fossé entre ce qui est dit par l'enfant et la réalité de la situation, voilà, ça, moi je le note, je n'hésite pas aussi à m'en servir dans mes décisions pour dire que manifestement...
Je m'interroge sur le fait de savoir si ce sont ses propres propos ou pas. Pareil, quand on a un enfant qui vient et qui nous dit alors chez maman, super, hein, pas de problème, alors qu'on sait qu'il y en a quand même. Et puis chez papa, bah non, c'est la cata, c'est comme ci, c'est comme ça. Et surtout, les termes qui sont employés. Parce qu'il y a des termes qu'un enfant ne peut pas employer lui-même, sauf à les avoir entendus de la bouche d'un adulte. Donc c'est quand même, c'est particulièrement parlant. Et puis la deuxième chose aussi, moi je me suis retrouvée face à des situations qui étaient très difficiles, parce qu'en fait j'avais des mineurs qui avaient dénoncé des faits de violence, des choses vraiment moches à la maison, et qui arrivent à l'audience et là qui vous disent « mais non, en fait j'ai menti ». Et alors dans cette situation-là, en tant que juge, vous êtes bien embêté, pour ne pas dire complètement, les portes se ferment beaucoup, puisque à partir du moment où vous avez le mineur qui ne réitère pas sa parole sur les éléments de danger que vous aviez, sur ce qui peut se passer à la maison, ça démontre clairement qu'il y a une manipulation de la part du parent, sauf que ça c'est votre déduction à vous, et que pour après aller fonder une décision, ça devient quand même beaucoup plus compliqué. Mais il n'empêche que voilà, ça fait partie aussi des éléments qui permettent, voilà, quand moi je commence par l'éducation du mineur, du coup quand le mineur il commence à vous dire quelque chose qui n'a aucun rapport avec ce qu'on vous dit, vous avez tout compris, hein. Votre audience, vous savez comment elle va se passer. Hein. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Je vous remercie. Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec vous, je rejoins totalement ce que vous avez dit. Et au-delà du contexte de la manipulation, moi je pense que tout enfant qui formule une demande d'audition mérite d'être entendu. Même s'il y a un risque énorme, on le sait, que la demande soit téléguidée par les parents, dès lors qu'un enfant a manifesté l'envie d'être entendu, c'est qu'il a peut-être quelque chose à dire qui mérite à tout le moins d'être exprimé. Mais là où le bas blesse, c'est sur la formation des magistrats. Parce que, je parle des juges aux affaires familiales, pour pouvoir être à même de les déceler, ces manipulations, de les interpréter, mais il faut que les magistrats soient plus à l'aise avec la parole de l'enfant et qu'ils soient formés à ces questions. Alors un magistrat, ça ne sera jamais un psychologue, et ce n'est pas du tout l'objectif, mais moi je reproche un petit peu aux législateurs d'avoir affirmé le droit de l'enfant d'être entendu en 2007 pour se conformer à la Convention, mais de ne jamais avoir donné aux magistrats les moyens de satisfaire ses propres ambitions. C'est-à-dire qu'on affiche, c'est très beau, et le 20 novembre, c'est toujours le jour où on va afficher des grandes ambitions sur les droits de l'enfant, sur l'intérêt supérieur de l'enfant. Oui, mais qu'est-ce qui se passe derrière? Et si les juges aux affaires familiales, ils ont des centaines de dossiers à traiter, il n'y a plus de greffiers dans certaines juridictions, donc ils ne peuvent pas rédiger les comptes rendus d'audition, et s'ils ne sont pas formés à la parole de l'enfant, bah c'est vrai que on peut avoir des grands principes, mais si on n'a pas les moyens de les mettre en œuvre, ça ne sert à rien. Et juste pour terminer, j'interviens, et Madame Rousse aussi, dans la formation de l'ENM, la formation continue sur la parole de l'enfant en justice. Et par exemple, l'année dernière, sur les 33 inscrits, il y avait 27 juges aux affaires familiales. Je pense que c'est très révélateur des difficultés qui peuvent être les leurs, mais c'est aussi très révélateur de leurs besoins de formation. Et comme on dit, les gens ne veulent pas entendre les enfants, c'est pas nécessairement, c'est pas du tout même une hostilité personnelle, c'est plutôt structurel, parce que justement on leur a pas donné les moyens de faire ces auditions dans des bonnes conditions et dans des conditions qui préservent les enfants. Je voudrais juste, je vois qu'il y a une main qui se lève, peut-être le temps que le micro arrive, mais enfin, je ne peux pas animer la table ronde non plus, pardon, mais je voulais juste insister sur la question de l'expression, parce que ce qui est évoqué, alors je partage absolument ce qui vient d'être dit et la manière dont vous avez soulevé la question, Madame, ancienne psychologue de la PJJ, vous voyez, personne n'est parfait, on passe parfois par la PJJ, et c'est une boutade. Hein. Et je voulais dire simplement que la question de l'expression, c'est là aussi, c'est dans le dit, le non-dit, le verbal et le non-verbal. Et c'est pour ça qu'on va au-delà de la parole. Oui, ce que je voulais ajouter par rapport à ma question tout à l'heure, et puis merci à Cindy de l'avoir complété, c'est aussi par rapport à ces outils dont disposent malgré tout les JAF. Il y a les enquêtes sociales, et puis il y a quelques dispositifs voilà, sur différents territoires qui se mettent en œuvre aussi. Donc est-ce que il n'y aurait pas quelque chose aussi à revoir du côté de leur culture pour s'appuyer aussi sur d'autres professionnels dont c'est la mission, pour pouvoir
étayer un peu leurs décisions. Et puis, si eux n'y sont pas formés, bien voilà, il y a des gens qui ont lancé le métier et qui savent davantage. Alors, je dis ce que vient de me dire Madame Derain, c'est que effectivement, le JAF a la possibilité de déléguer l'audition de l'enfant, donc à un professionnel qualifié, à un professionnel compétent. Après, au-delà de l'audition, la difficulté qui se pose devant le JAF, c'est qu'on peut ordonner des enquêtes sociales, on peut ordonner des expertises, des contre-expertises, mais elles sont à la charge de qui? Elles sont à la charge des familles, aux affaires familiales, elles sont à la charge des parents. Et donc, quand on voit les coûts que ça engendre, il faut forcément être parcimonieux dans le recours à ces autres mesures qui peuvent tout à fait s'avérer pertinentes, mais qui présentent un coût non négligeable pour les justiciables.